Le mémoire de Gadagne au roi. Face aux accusations dont il fait l'objet, Gadagne a une attitude tout à fait différente de celle de la Guette. Il va se battre. Il n'est pas officiellement informé des charges qui pèsent contre lui, mais tout le monde a compris que Louis XIV a choisi de lui faire porter la responsabilité de l'abandon de Gigery. Aussi est-on surpris de son silence. Mais Gadagne sait qu'il n'a plus l'oreille du roi. En quarantaine avec ses troupes aux îles d'Hyères, il ne veut pas céder à la fièvre épistolaire de Beaufort et de Martel, qui lancent des accusations sans les étayer de la moindre preuve. Il n'en est pas moins actif et rédige avec soin un mémoire sur Gigery qu'il adresse directement au souverain. Dans ce document d'un style très pur et particulièrement brillant, Gadagne, après avoir relaté l'opération, réfute un à un les arguments de ses adversaires avec la compétence d'un juriste averti et l'habileté d'un avocat talentueux. Cette défense subtile retourne contre leurs auteurs les accusations portées par Beaufort, Clerville et Martel. Dans une introduction qui illustre la qualité de l'ensemble du texte, Gadagne justifie la nécessité de défendre son honneur. Sire, je ne me serais jamais mis en peine de combattre la calomnie si elle avait respecté l'oreille de votre majesté. Je sais qu'il suffit presque toujours de la mépriser pour la détruire et que peu de patience en fait bientôt raison. Mais quand elle ose attaquer la vérité jusque dans l'esprit des rois, on ne peut plus négliger de s'en défendre. Il est de devoir et de nécessité d'y répondre. Ce n'est pas assez pour ceux qui ont l'honneur de les approcher et de les servir, d'être sans tâche. Il faut être sans reproche. La vertu la mieux établie a besoin d'être soutenue. Il n'en est point de si éclatante qui ne puisse être obscurcie par l'artifice et par le mensonge. Je sais bien, sire, que si vous me faisiez la justice de m'écouter, je me retrancherais en vain contre mes ennemis sur ce que je me suis acquis de réputation et sur ce que j'ai fait paraître de zèle au service de votre majesté. Je ne prétends pas, sire, que ces avantages me servent à éluder ma justification, mais j'espère qu'ils disposeront votre majesté à les recevoir. Vous ne jugerez pas qu'un homme éprouvé par 30 années de service doive être abandonné au premier trait de la calomnie, et votre équité vous dira qu'il faut du moins lui faire la grâce de douter et de s'éclaircir des fautes qui lui sont imputées. Il y a bien du temps, sire, que je languis après cette grâce et que j'attends de votre majesté la permission de me défendre. Je la supplie très humblement de considérer que tout le monde se scandalise de mon silence. On trouve étrange qu'après avoir eu l'honneur de commander les armes de votre majesté, je n'ai pu jusqu'ici lui rendre compte de mon emploi, et je ne saurais passer, ou que pour extraordinairement coupable, si je continue de me taire, ou que, pour extraordinairement malheureux, si votre majesté continue de ne me vouloir pas entendre. Connaissant le risque qu'il encourt, puisque l'éventualité de son passage devant un conseil de guerre se précise, il ajoute « J'entreprends, sire, de dire la vérité à votre majesté, et je l'entreprends sur le péril de ma tête. Si tout le monde acquérait à ce prix la liberté de vous parler, je ne serais pas réduit à me défendre contre les calomniateurs. » Gadagne rappelle les 3 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. On m'accuse à ce que j'ai pu apprendre de la voie publique. Premièrement, d'avoir assuré que je conserverais Gigery sans M. de Beaufort et de l'avoir laissé partir sur cette assurance. Secondement, de n'avoir pas voulu aller aux ennemis lorsque M. de Beaufort le proposa. Et enfin, d'avoir laissé le canon et les munitions. Il se félicite de la clairvoyance et de l'impartialité du roi dont il laisse habilement entendre qu'il n'a jamais douté. Je suis bien heureux, sire, que ces 3 accusations soient d'elles-mêmes assez frivoles pour ne se pouvoir soutenir que sur une trop grande crédulité dont votre majesté n'est pas capable. Clairvoyant comme elle, je suis certain qu'elle ne donnera pas grande croyance à mes accusateurs si elle m'abandonne l'oreille qu'elle réserve
toujours aux accusés. Il attire l'attention du roi sur le caractère de son plaidoyer, qui va bien au-delà de la simple justification et des obligations habituelles de la défense. Il est sire de la connaissance de tout le monde que les négations ne sont point sujettes à preuve et que les accusations doivent être prouvées. C'est dans le devoir de l'accusateur de prouver ce qu'il avance et le privilège de l'accusé de ne prouver pas ce qu'il nie. Mes ennemis, sire, renoncent à leur devoir. Ils avancent ce qu'ils ne prouvent pas. Je renonce à mon privilège et je prouve ce que je nie. Nous avons déjà vu comment Gadan a réfuté les deux premières accusations. Pour la première, il a rappelé qu'il n'a jamais promis de garder Gijri, qu'il savait très bien devoir être abandonné si les Turcs recevaient de gros canons, mais qu'il avait seulement affirmé que si on lui en confiait la garde, il ferait son devoir aussi bien qu'un autre. Pour la seconde accusation, Gadan reconnaît qu'il n'a pas soutenu la proposition de Beaufort d'aller aux ennemis avec 500 hommes, proposition déraisonnable et vraisemblablement pas sincère, mais précise qu'il avait affirmé au duc que si l'ordre lui en était donné, il était prêt à l'exécuter et que, pour sa part, il avait recommandé d'aller aux ennemis avec des forces suffisantes. Sa proposition, comme celle de Beaufort, avait été finalement rejetée par le Conseil de guerre. L'accusation d'avoir laissé les canons est plus surprenante que les autres. Martel, ayant affirmé publiquement le 30 octobre ne pas disposer à bord de ses vaisseaux de palans ou caliornes nécessaires à leur embarquement. Cette excuse, rappelle Gadan, causa de l'étonnement à ceux qui l'entendirent. Il est inouï qu'un vaisseau comme celui qu'il montait soit sans ces sortes d'instruments. Depuis le retour de l'escadre, la Guette a fait vérifier si ces équipements étaient ou non à bord des navires de Martel. Et le 23 décembre, l'intendant a envoyé à Colbert l'inventaire certifiant que tous les vaisseaux inspectés en étaient bien équipés. Lorsqu'il rédige son mémoire, Gadan n'est pas au courant des résultats, ni même de l'existence de cette enquête. Mais il est si sûr de son fait qu'il se permet d'écrire au roi. L'inventaire des vaisseaux pourrait éclairer cette vérité. Votre Majesté y aura recours quand il lui plaira de s'instruire à fond, et le sieur de Martel sera obligé de le produire quand il sera obligé de se justifier. Il ajoute que si Martel a dit la vérité et qu'effectivement il n'avait ni caliorne ni palan à bord de ses navires, la perte des canons devrait alors en être imputée à Beaufort qui, revenu à Gijri pour aider à la retraite, aurait pu évacuer l'artillerie. En dépit du résultat de l'inventaire, Martel continue d'accuser Gadagne. Ne pouvant plus nier la présence de caliornes à son bord, il se comporte maintenant comme si, le 30 octobre à Gijri, il avait accepté d'embarquer les canons. En l'absence de Martel, Beaufort, sachant que ses affirmations seront contredites par tous les témoins, change cette ligne de défense. Le 3 décembre, il écrit à Colbert. Monsieur de Martel est absent depuis la venue de monsieur Champigny. Je le sens malaisé, car on remettra sur lui sans raison la perte des canons, chose de grande conséquence. Le 30 octobre, affirme-t-il, Martel croyait ne pas avoir sur ses vaisseaux les équipements nécessaires pour hisser les canons, mais, les ayant retrouvés 24 heures plus tard, il en avait averti par 2 fois. Cette nouvelle défense est d'autant moins crédible que le duc ajoute naïvement. Je ne dis cela que pour la décharge d'un homme qui a fait son devoir et qui est de notre corps. Après avoir réfuté ces 3 accusations portées contre lui, Gadagne poursuit son brillant plaidoyer. C'est un malheur pour moi, sire, d'être engagé dans une affaire légitime contre un prince dont je respecte la naissance. Mais votre Majesté connaît trop les délicatesses de l'honneur pour ne pas pardonner tout ce que la force de la vérité peut opposer à la force de la calomnie. Il est aisé de voir que les calomniateurs m'ont voulu mettre aux prises avec M. de Beaufort, que l'indiscrétion de leur zèle pour lui a fait la chaleur de leur haine contre moi, qu'à force de me salir
pour lui plaire, ils m'ont contraint de lui déplaire pour me laver. Qu'enfin, ils m'ont réduit à devenir en quelque façon son ennemi pour ne pas devenir tout à fait sa victime. Je proteste pourtant que je n'ai pas ici le moindre dessein de l'offenser, et que s'il ne s'agissait pas de perdre de l'estime de votre Majesté et une réputation de plusieurs années, je ne me serais défendu que par un peu de fierté qui me porte assez naturellement à négliger les explications et à mépriser les impostures. Cependant, pour montrer que je me défends avec toute la retenue que je dois à la qualité de mon adversaire, je déclare à votre Majesté que dans tout ce discours, je n'ai prétendu ni dire, ni sous-entendre rien qui puisse blesser l'honneur de M. de Beaufort. Il me suffit que votre Majesté conçoive par tout ce que j'ai dit que M. de Beaufort, dans les commencements, n'a pas assez bien jugé la puissance des morts, et que, sur la fin, il a trop mal jugé de notre impuissance qu'après avoir vu faire tant de fautes par la conduite d'une cabale qu'il avait trop écoutée, il n'a pas voulu s'en voir convaincre par les avantages des ennemis qu'il avait trop dédaignés, qu'il a cru que par son éloignement, le mauvais succès des armes de votre Majesté ne serait plus que mon affaire, qui n'aurait point de part à notre honte s'il n'en avait point à notre disgrâce. Gadan dénonce ensuite messieurs de la Boulaye et de la Marque, père et fils, qui sont à l'origine des intrigues. Je pourrais, poursuit-il, ajouter aux deux auteurs de cette funeste cabale le sieur de Clerville, si je n'étais persuadé que les grandes fautes qu'il a faites viennent plutôt de ce que la tête lui a tourné que de manquement d'affection pour le service de votre Majesté. La nécessité pour mes ennemis de couvrir leurs fautes les a jetés dans la nécessité de recourir aux calomnies, et la nécessité de répondre aux calomnies m'a jeté dans la nécessité de découvrir leurs fautes. Gadan termine son mémoire en s'en remettant à la justice du roi. J'espère que votre Majesté fera quelque différence entre mes accusateurs et moi, entre les gens qui à peine connaissaient le poids des armes et un homme qui les a portées dès qu'il eut la force de les manier, entre des gens qui n'ont presque jamais tiré l'épée pour votre Majesté et un homme qui la tire depuis 30 ans pour le service du feu roi votre père et pour le vôtre. Je ne puis pas m'imaginer que sous un règne si juste, de si longs sacrifices puissent avorter par un souffle de la médisance. Qu'un bien qu'on se propose, qu'un bien que l'on cherche au prix de son sang et au péril de sa vie, soit un bien si frêle et si caduc, qu'il dépende d'une intrigue de cour et de l'avantage d'avoir pris les devants. Mais sire, je laisse à part toutes ces considérations, j'abandonne volontiers les avantages que mes services me donnent sur mes ennemis, et pour ne pas laisser à votre Majesté le moindre scrupule sur ce qu'elle aura à décider dans une affaire de cette conséquence, j'offre de me soumettre au conseil de guerre, pourvu que mes accusateurs s'y soumettent aussi. Il faut pour faire une offre si hardie être bien assuré du témoignage de sa conscience. Mes accusateurs ne peuvent la refuser, sans faire voir le désordre de la leur et sans fournir eux-mêmes une preuve indubitable de leurs impostures. S'ils ne veulent pas accepter ce parti, que deviendra leur accusation? Après tout, sire, je suis bien persuadé que rien n'est capable de prévenir ou de tromper votre Majesté, que l'artifice ne surprend point votre prudence et qu'il ne détourne pas votre justice, que notre justice ne laisse point opprimer l'innocence, et que l'on n'a rien à craindre que ses défauts auprès de votre Majesté, que c'est assez d'être digne d'estime pour être exempt de disgrâce, et que l'on n'en devient malheureux qu'après que l'on est devenu coupable. Les décisions de Louis XIV. En cette fin 1664, Louis XIV a de graves préoccupations d'ordre personnel et dynastique. Le 4 novembre, la reine Marie-Thérèse contracte une fièvre tierce. Le roi craint fort pour sa vie. Le 16 novembre, elle accouche prématurément d'une enfant, Marie-Anne, dont le visage, écrira de Luynes, était tout à fait violet et même noir parce qu'elle avait trop souffert en venant au monde.
Cet enfant fragile meurt le 26 décembre, mais la reine survit. Louis XIV annonce au roi d'Espagne la mort de la princesse et la guérison de Marie-Thérèse. Ma fille mourut hier au soir dans le moment, à ce qu'on dit qu'elle devait naître si sa mère eût pu la porter jusqu'au terme. Bien que nous fussions préparés à ce fâcheux accident, il n'a pas laissé de me toucher d'une douleur vive. Louis XIV est également très préoccupé par l'émotion que suscite dans l'opinion la défaite subie par ses armées en Barbarie. Toute cette expédition ne laissa pas d'être regardée fort diversement en France et dans les pays étrangers, écrit Pélisson. Des mécontents de la cour, grand peuple dont elle ne manque jamais, prêt quelquefois à se sacrifier s'il le faut, pour le service du prince, mais mêlant à cette passion l'injustice, la justice et les caprices que toutes les passions ont accoutumé de donner, et par là, plus prêts à censurer tout ce qu'ils ne font pas ou qui ne conduisent pas eux-mêmes, blâmer ou condamner toute cette guerre d'outre-mer, la pensée, le projet et l'exécution. Les vaudevilles qui font ordinairement leur consolation et leur ouvrage, et par où toutes nos infortunes finissent, admiraient surtout qu'on eût prétendu faire la conquête de l'Afrique avec une aussi petite armée que celle-là. Ce trouble dans l'opinion inquiète d'autant plus Louis XIV que, le procès de Fouquet touchant à sa fin, l'agitation des partisans de l'ancien superintendant va grandissant. Les ennemis de Colbert se plaisent à mêler leurs violentes attaques contre ce procès et leurs commentaires malveillants sur la déroute de Gigery. Le 15 décembre, à l'issue de son réquisitoire contre Fouquet, Olivier d'Ormesson, soulagé d'avoir mis fin à sa participation à ce lent et pénible procès, écrit dans son journal: « Je me réjouis fort avec ces messieurs de me voir déchargé d'un pesant fardeau. Ils disent que je m'étais sauvé à la nage du vaisseau La Lune, que j'étais à terre et que je verrais les autres nager et ceux qui feraient le plongeon. » Cette allusion au naufrage, qui mit un terme tragique à la malheureuse expédition d'Afrique, n'est qu'un des exemples du lien que les ennemis de Colbert cherchent à établir entre le procès de Fouquet et l'affaire de Gigery. Ainsi, un pamphlet de Cid enragé, qui traite du procès de Fouquet, fait-il aussi allusion à l'échec de Gigery. « Je vois mes desseins avortés. C'est la France qui parle. Par une conduite imprudente, je vois l'Afrique triomphante d'un roi que jusqu'ici rien n'aurait pu dompter. » Un autre satire de l'époque associe les noms de Fouquet et de Gigery. Elle reproche à Colbert de chercher à s'enrichir par tous les moyens. Colbert n'a pas assez de tout l'or de la France. Il veut y joindre encore celui des Indiens. Pour ce vaste projet, le reste de nos biens. Certes à lui faire avoir des plans d'importance. Voilà ce qu'il appelle avoir de l'industrie. S'il achète Tanger et reprend Gigery, il n'aura point un jour d'égal en barbarie. Vous ne méritez pas notre surintendance. Déplorable jouet du sort de la cour. Quand vous l'aviez, Fouquet, on ne parlait en France que de paix, que de riz, que de jeu, que d'amour. Le 20 décembre, Fouquet est condamné à l'exil, peine que le roi transforme aussitôt en la prison à vie. Le jour même de ce verdict, Louis XIV reçoit le rapport de Champigny sur la retraite de Gigery. Comme l'avait prévu le Tellier, ce document n'apporte guère au roi d'informations nouvelles. Louis XIV est parfaitement au courant de ce qui s'est effectivement passé à Gigery. Il a reçu Castellan, qui lui a commenté son long rapport et s'est entretenu avec son ami Vivonne. Il a lu les différents courriers de Beaufort et de Martel et il vient de prendre connaissance du mémoire de Datane. Mais pour lui, il ne peut être question de revenir sur sa décision d'innocenter Beaufort. Le roi a bien songé à faire juger Gadane, mais dans les conditions actuelles, un tel procès comporterait de grands risques. Le général manifeste une ferme détermination à se défendre.
Il possède de solides arguments. Il peut fournir des preuves et des témoignages irréfutables qui feraient inévitablement la lumière sur les fautes et la culpabilité de Beaufort, de Clerville et de leurs partisans, ainsi que sur les responsabilités de Colbert et sur les propres erreurs du souverain. Louis XIV est décidé à mettre au plus vite un terme à cette fâcheuse affaire de Gigery. Le 5 décembre, dans une lettre à la Guette, Louvois écrivait « Comme de loin, il est fort difficile de juger bien sainement des choses, je crois, en mon particulier, que le malheur, plutôt que toute autre chose, a ruiné un dessein qui avait été par la suite très avantageux à l'État. » Voici la réponse à l'embarras du roi. L'échec de Gigery est dû à la malchance. C'est la peste qui, en empêchant le ravitaillement des troupes, a contraint à la retraite. Louis XIV innocente tous les officiers généraux, Gadani compris. La Guette, en revanche, assumera la fonction de bouc émissaire moins prestigieux, donc moins efficace, que ne l'eût été Gadani, mais plus consentant et plus facile à manier. La Guette est immédiatement destituée de sa charge d'intendant de la marine à Toulon. La Gazette de France reçoit la consigne de faire désormais silence sur l'expédition d'Afrique. Le fils du célèbre médecin Guy Patin est banni pour avoir été trouvé porteur d'un pamphlet sur Gigery. L'émotion qui s'était faite autour de cette grave affaire cessa bientôt, écrit Jal. D'autres événements vinrent rappeler pour un temps l'attention du public. On oublia Gigery. Tout s'oublie. Le deuil d'un grand nombre de familles qui avaient d'abord frappé le pays, bientôt ne toucha plus guère personne. Et les sanglots se firent discrets dans les hôtels, dans les maisons, dans les chaumières. Le roi calma quelques douleurs par des grâces et des potions, et l'on ne pensa plus qu'à une campagne future à laquelle on se préparait. L'expédition de Gigery provoque une forte émotion dans l'ensemble des pays musulmans méditerranéens. Dans ses mémoires, le chevalier d'Arvieux écrit « Elle excita des murmures dans l'Empire ottoman, dans la Syrie et dans l'Égypte. Les Turcs et les Maures crièrent vengeance. Ils disaient hautement qu'il fallait exterminer tous les Francs qui étaient dans l'Empire. En France, Bossuet répondit à ces menaces par un prêche violent contre l'islam. « Ô Jésus, Seigneur des seigneurs, s'exclama-t-il, arbitre de tous les empires et prince des rois de la terre, jusqu'à quand endurerez-vous que votre ennemi déclaré, assis sur le trône du grand Constantin, soutienne avec tant d'armées les blasphèmes de son Mahomet? Abatte votre croix sous son croissant et diminue tous les jours la chrétienté par des armes si fortunées. » Mais, en cette fait 1664, Louis XIV n'aspire maintenant plus qu'à rétablir l'honneur de ses armées. Sur son ordre, l'escadre de Beaufort fait déjà voile vers Alger pour y défaire les pirates barbaresques et tenter de récupérer les canons abandonnés à Gigery.